Bien, bonjour à toutes et à tous. En effet, voilà le livre pardon, que je vais présenter. Certains lisent des livres simples et des romans pendant leurs vacances. Ben, moi, j'ai lu Quelle prévention universelle et ajustée à la vulnérabilité. C'était pas tout rose, Euh, mais c'était très riche et très intéressant. Alors, peut-être, je vais juste... Ça, voilà. Le livre a été écrit sous la direction de médecins de PMI. Donc, pour les Belges, on va souvent voir ce terme. Donc, la PMI, c'est la protection maternelle et infantile. Voilà, qui est probablement en Belgique ce qui se rapproche surtout des missions de l'Office de l'ONE. Donc, Euh, et il découle, en fait, ce livre découle d'un colloque, d'un colloque du Syndicat national des médecins de protection maternelle et infantile, je l'ai écrit en dessous, avec la fiche du colloque en bas à droite, qui a été organisé en juin 2021. Donc 2021, on pense Covid quand même encore. Donc effectivement, il a été... enfin, voilà, il traite parfois de certains thèmes liés à la pandémie de Covid-19. Euh, alors, c'est un ouvrage qui, en raison sans doute de ce contexte de lien avec un colloque, qui est une série en fait de contributions qui ont qui tirent un fil rouge qui est lié à l'universalisme proportionné dans ces pratiques de protection maternelle et infantile, mais qui partagent surtout des expériences et des pratiques et des services, des types de services très spécifiques. Donc, moi, de ce que j'ai compris de la raison d'être de l'ouvrage, parce qu'il n'est pas clairement indiqué tel quel, c'est un souhait de pouvoir analyser les pratiques de PMI sous le prisme des concepts de vulnérabilité, de prévention, d'inégalité en santé et d'universalisme proportionné. Et ce, donc, comme je le disais, dans un contexte où la crise Covid est venue mettre en évidence certaines choses et surtout mettre sur la table certaines questions liées à ces thèmes. Et je pense qu'il y a une volonté, c'est pour ça que j'ai laissé le point d'interrogation quand même, mais d'en faire un outil de plaidoyer pour des services publics de santé en mesure de s'ajuster aux moments et aux situations de vulnérabilité, évidemment ici dans le cadre du coup de ces missions de protection maternelle et infantile. Donc vous voyez le plan des chapitres ici, donc vous voyez qu'il y en a beaucoup. Voilà, par souci de maintenir le temps qui est consacré à la présentation de l'ouvrage. Il y a des chapitres que je n'ai pas, que je ne présente pas ici dans ce midi. Euh, mais globalement, je les parcours tous un petit peu. On pourrait diviser le livre en deux grosses parties. Il y a une partie qui est plutôt théorique. Ce seraient les trois premiers chapitres là, et puis des parties qui sont plus, comme j'expliquais, des retours d'expérience ou des retours voilà, de, ouais, d'expérience de terrain, mais pas que. Donc c'est vrai que l'ouvrage est principalement écrit en fait par des acteurs de terrain, des périculteurs. Alors peut-être que dans la discussion, on pourra chercher une traduction belge du métier de péricultrice. En France, parce que chez nous, je pense que c'est pas du tout le même type de mission. Mais voilà, c'est vraiment écrit par des acteurs de terrain. Alors, je me lance. Les Midis de la littérature organisés par le réseau, ils servent soit à donner peut-être envie de lire l'ouvrage ou de justement vous passer de lire l'ouvrage et de retenir le substrat de ces livres. Donc enfin, j'ai été attentive à tout le temps remettre la référence complète ici en haut de chaque slide pour que si jamais il vous viendrait l'idée peut-être d'utiliser les citations et d'utiliser les idées et les termes, etc., de ne pas oublier de rendre à César ce qui est à César et de citer du coup les références ici complètes.
Alors, pour démarrer, évidemment, l'ouvrage définit ce que c'est que la protection maternelle et infantile, comme étant d'offrir un accès universel à des services de prévention gratuits, ouverts aux jeunes enfants, aux adolescents, aux femmes et aux familles, quel que soit leur milieu, avec une attention particulière aux personnes en situation de vulnérabilité ou de précarité sociale, auprès desquelles les professionnels vont venir ajuster leurs pratiques. On voit là l'idée du titre aussi de universel, d'ajustement, on retrouve ces deux termes. Alors justement, l'universalisme proportionné, ils reprennent la définition la plus souvent utilisée qui vient de Monsieur Marmotte, je ne sais pas comment on dit exactement, qui est que pour réduire cette pente du gradient social de santé, donc cette idée que en fait l'état de santé est directement en lien avec le niveau de défaveur des individus, donc plus on est défavorisé, moins bonne sera la santé. Les actions doivent être donc universelles, avec une ampleur et une intensité qui va être proportionnelle au niveau de défaveur sociale. Donc, on sait que les mesures universelles, c'est-à-dire les mesures qui sont pensées pour être les mêmes pour tout le monde, avec une offre identique à tout individu, ne sont en réalité pas universelles parce que les personnes qui sont davantage défavorisées n'y ont pas réellement recours, n'y ont pas réellement accès, pardon, ou en fait, ne répondent pas réellement à leur situation et donc ne sont en fait pas universelles. Tandis que l'autre pendant qui serait des mesures ciblées, c'est-à-dire des mesures qui ciblent ces populations aux besoins spécifiques, entraîne plutôt de la stigmatisation et du non-recours. Donc, sur base de ces constats-là, l'universalisme proportionné offre une nouvelle réponse qui est de dire, en fait, il faut des deux, c'est-à-dire des mesures universelles qui puissent être proportionnées en fonction des contextes et des situations de vulnérabilité. Donc c'est ce qui est expliqué ici, offrir une intervention universelle concernant l'ensemble de la population, tout en évidemment éliminant les barrières d'accès à ces mesures universelles, sinon on accentuerait les inégalités sociales de santé, mais aussi avec une intensité et des modalités qui dépendent en fait des sous-groupes de la population, des individus, et de pouvoir s'ajuster à leurs besoins et à leurs attentes en termes de santé plutôt que de cibler des populations. Donc là, la, la nuance, elle se trouve plus sur l'idée de dire, en fait, on n'a pas, on ne doit pas cibler des populations, on doit plutôt cibler des situations, des contextes spécifiques qui entraînent un- une difficulté d'accès aux mesures universelles. Alors justement, il y a là tout un chapitre, alors plutôt de nature sociologique, sur ce terme de vulnérabilité, que moi j'ai trouvé personnellement très très enrichissant. Euh, alors l'auteur part de la définition plutôt littérale qui vient de vulnus, qui veut dire qui est exposé à la possibilité d'être blessé. Et de cette définition, ben, il tire le constat qu'en fait, si là, ça veut dire qu'il y a une possibilité d'être blessé, ça veut dire qu'il y a aussi une possibilité d'agir pour prévenir le risque. Voilà. Alors, les auteurs en fait invitent par tout leur développement que je vais expliquer à prendre davantage de précautions quand on utilise ce terme de vulnérabilité pour éviter que ça en devienne un terme fourre-tout ou un terme parapluie. Euh, et donc, il énonce en fait quatre qualités de la vulnérabilité, euh, quatre euh, dimensions de la vulnérabilité pour, qui peuvent aider à cadrer l'action publique en termes de prévention et de protection. Alors, la première dimension, c'est que la vulnérabilité, elle est potentielle. Donc, si la vulnérabilité, elle est potentielle, donc il y a une capacité d'action. Et donc, on va postuler qu'il y a une compétence à agir, qu'il faut une compétence à agir. Et il considère, l'auteur, que la vulnérabilité, c'est en fait finalement une notion qui est intrinsèquement habilitante. Mais en contrepartie, il y a cette responsabilisation qui va avec. Donc, il faut rester attentive au fait que la vulnérabilité invite en fait à agir, donc invite à développer les compétences à agir, mais qu'en contrepartie, il ne faut pas en retirer, et on va comprendre ça avec les autres dimensions, il ne faut pas surresponsabiliser non plus les individus par rapport à cette capacité à agir.
Donc, l'auteur invite à promouvoir des logiques d'empowerment ou de renforcement de cette capacité à agir dans l'action publique visant les situations de vulnérabilité. Alors, deuxième dimension, c'est que la vulnérabilité, elle est de nature relationnelle. C'est-à-dire que les propriétés d'une population ne sont pas suffisantes pour la qualifier de vulnérable. Par exemple, il prend, je ne sais plus quel joueur de football euh, qui est de 22 ans, ben, c'est pas parce que lui répond à certains critères de vulnérabilité populationnelle qu'il est réellement vulnérable dans sa condition de joueur de football. C'est extrême, mais tout ça pour dire qu'en fait, les populations ne sont pas intrinsèquement vulnérables. Elles ne le sont que dans certaines conditions, à certains moments et dans certaines situations. Dès lors, la notion de vulnérabilité discrédite en fait l'action publique ciblant des populations spécifiques comme les jeunes, les enfants, les vieux, les femmes seules, etc. Parce qu'elle deviendrait stigmatisante. En fait, toutes les femmes seules ne sont pas en situation de vulnérabilité. Et donc, si ces populations sont vulnérables, c'est qu'elles sont dans des conditions particulières, à des moments spécifiques, dans des contextes particuliers. Et donc, l'action publique doit viser ces contextes, ces moments, et non directement les personnes et les populations, et ces sous-groupes de population. Ensuite, la vulnérabilité, on va la qualifier de structurelle. C'est-à-dire que le raisonnement, c'est que puisque si je suis protégée, je suis moins vulnérable. Mais la protection, elle est rarement individuelle, elle est plutôt dépendante des systèmes. Et donc l'exposition à un risque résulte d'un manque de protection. Autrement dit, en fait, quand on est protégé, on est moins vulnérable, mais la protection, elle ne dépend pas que de soi, elle dépend des systèmes sociopolitiques. Et donc, il y a une dimension structurelle à la vulnérabilité qui appelle, sur le plan des politiques d'action publique, à une double direction. Une direction envers les structures, mais aussi une direction envers les individus, c'est ce qu'on a vu juste au-dessus, avec cette capacité à agir, mais aussi et surtout une direction envers les structures qui offrent une certaine protection, aux individus, en plus de leur capacité à agir à partir d'eux-mêmes. Et enfin, et ça c'est peut-être le critère le plus compliqué à saisir, enfin moi j'ai eu du mal en tout cas à le saisir à la lecture, c'est que la vulnérabilité, elle a un caractère conjonctif. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait l'auteur fait le constat qu'il n'y a pas d'antonyme à la vulnérabilité. Là où on peut parler d'autonomie ou de dépendance, il n'y a pas d'invulnérabilité. On sait que l'humain n'est pas invulnérable. Et donc, en fait, à la vulnérabilité, il n'y a pas vraiment d'antonyme dans ce contexte-ci. Euh, et donc, ce qui retire de ce constat, et c'est là le lien que j'ai eu, moi, du mal à comprendre, c'est que ça incite à travailler de manière dynamique et pas dichotomique. C'est-à-dire que personne, tel que je le comprends, c'est que il y a personne qui est invulnérable et encore une fois, il y a personne qui est intrinsèquement vulnérable. Il faut agir de manière plus dynamique, plus systémique et pas de manière dichotomique. Et donc, les politiques de lutte contre la vulnérabilité doivent comprendre à la fois la lutte contre le déficit de ressources, ou le manque d'accès aux ressources, et le développement d'opportunités pour permettre aux individus de se saisir de ces ressources et d'être acteurs. Donc on revient à cette idée de, en fait, il y a une part de structurel et il y a une part d'individuel. Euh, et il donnait l'exemple notamment bah, de la promotion, par exemple, du vélo en termes de mobilité douce, etc. On peut inciter ou capaciter les personnes à s'équiper pour faire du vélo si structurellement on ne leur donne pas accès à des ressources pour être acteurs, bah, ils ne peuvent pas l'être. Et une ressource, par exemple, ce sont des lieux où on peut mettre en sécurité son vélo, ce sont des pistes cyclables, etc. Voilà. Alors l'auteur conclut qu'à la lumière de ces qualités, en fait, la vulnérabilité, elle permet de mettre au cœur de l'action publique la capacité d'action des personnes. C'est- Et c'est rarement de cette manière-là qu'on présente la vulnérabilité, vu qu'on a plutôt tendance à présenter la vulnérabilité comme quelque chose qui rend la personne difficilement capable. Et donc c'est là l'originalité de son approche, pardon, où lui met au cœur de l'action publique finalement la capacité d'action des personnes.
Et le lien ici avec nos logiques de promotion de la santé me semble assez clair. Et donc, il le fait en argumentant que finalement, en pensant l'action sur les structures et l'action sur et avec les individus, on peut le faire en prenant appui sur les compétences et les capacités des individus, en mettant au cœur de la réflexion cette relation dynamique qu'il y a entre être autonome, être acteur et dépendre quand même de certaines ressources structurelles. Ensuite, il y a un chapitre qui est tiré d'une discussion entre Michael Marmot, euh, le chercheur britannique qui est à l'origine en fait de ce terme d'universalisme proportionné, et qui est en fait un entretien qu'il a eu avec un certain Alan Weil. Et donc dans le livre, il y a un chapitre qui retranscrit une partie de cet entretien, mais en anglais. Alors, l'entretien, en fait, parcourt quatre grands rapports auxquels Michael Marmot a contribué. Le premier qui est voilà, un document de référence dans notre champ, est un document qui est issu lorsqu'il était président de la commission sur les déterminants sociaux de la santé à l'OMS. Et il explique que l'origine de ce document, en fait, c'est que à l'époque, on voyait plutôt la santé comme déterminant le niveau économique, dans le sens où on prenait une porte d'entrée économique, on se disait bah, finalement, quand on est en bonne santé, on participe au développement économique, mais quand on est en mauvaise santé, on n'y participe pas. Et lui, dans le cadre de ses recherches, il explique que lui, il avait à cœur de montrer, de démontrer qu'en fait, c'était pas forcément dans ce sens-là que ça avait le plus de sens. Donc lui, il est médecin de base, et que dans cette formation de médecin et dans voilà, dans les valeurs qui l'accompagnent son métier de médecin, il avait à cœur de montrer, de démontrer qu'en fait, le niveau économique déterminait la santé. Donc de montrer l'autre rapport qu'il y avait entre les deux et que c'était sans doute plus pertinent de poursuivre un objectif de performance de santé pour atteindre un objectif de performance économique plutôt que de chercher à atteindre une performance économique qui ne se ferait qu'au détriment de la santé. Ce qui l'a amené à avoir ce deuxième rapport qui est le Fair Society Healthy Lives, qu'il a réalisé à la demande du gouvernement britannique qui lui a demandé, sur base donc du précédent rapport, d'appliquer les conclusions de ce rapport de l'AMS à l'Angleterre. Et c'est dans ce rapport-là qu'il parle pour la première fois d'universalisme proportionné. Mais ce rapport identifie aussi 6 domaines de recommandation pour un système de santé plus ben, basé sur sur une idée de justice sociale. Euh, et je les ai traduits ici. C'est peut-être pas une traduction incroyable, mais voilà, lui, ce qu'il met en évidence dans ce rapport, c'est qu'il faut d'abord agir sur le développement des enfants et ce, le plus tôt possible pour avoir une société plus équitable, qu'il faut axer sur l'éducation, l'apprentissage tout au long de la vie, sur l'emploi et les conditions de travail, sur le fait d'avoir assez d'argent pour vivre et être en bonne santé, de vivre et de travailler dans des endroits sains et durables, et d'avoir une approche de prévention guidée par les déterminants sociaux de la santé. Alors, c'est vraiment des recommandations qu'il a faites pour la Grande-Bretagne, pour l'Angleterre, euh, et il fait remarquer cet entretien qu'en fait aucune de ces recommandations finalement ne cible le système de santé et pas parce qu'il l'a oublié, le système de soins, et pas parce qu'il l'a oublié, mais parce qu'en fait tout le monde regardait vers le système de soins à ce moment-là, peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs. Tout le monde regardait vers le système de soins quand on parlait de santé et donc pour lui c'était finalement de montrer que il y avait beaucoup à faire en dehors du système de soins. Donc, qui était lui relativement performant ou en tout cas qui avait un ancrage assez fort en Angleterre et qui invitait du coup à avoir une approche et des recommandations beaucoup plus holistiques. Alors, après, j'ai repris ses propres mots là en dessous, où il dit I coined the rather unfortunate term proportionate universalism, ce qu'on peut traduire par j'ai formulé le terme plutôt malheureux ou le terme plutôt maladroit d'universalisme proportionné, comme un compromis classique à la British. Euh, et
et qu'il explique comme étant finalement, plutôt que de dire on va avoir ce service pour les familles qui ont des difficultés, de dire on va avoir ce service pour tout le monde, mais avec un effort plus important, plus proportionné aux besoins. Et c'est comme ça qu'il résume l'idée de l'universalisme proportionné. Alors, il n'explique pas pourquoi il utilise le terme unfortunate pour parler de l'universalisme proportionné. Moi, tel que je le comprends, c'est parce que finalement, dans son rapport, on en parle très très peu. Il y a une phrase ou deux. Et pourtant, en fait, ça a été récupéré, et ça l'est encore aujourd'hui, comme étant une stratégie ou un principe clé, tant en promotion de la santé en fait, plus génériquement dans la lutte contre les inégalités de santé. Mais ça, c'est mon interprétation, donc. Euh, Ensuite, il parle du Marmot Review 10 Years On, qu'il a écrit, publié en 2020, et où il fait le constat, donc toujours pour l'Angleterre, il fait le constat qu'il y a de plus en plus de mesures qui sont plutôt régressives, et il a montré dans ce rapport que finalement, en Angleterre, donc il y a eu de plus en plus de mesures plutôt en défaveur des personnes plus défavorisées, où il montre que les 20% les plus pauvres ont subi une réduction de 32% des dépenses par habitant, alors que les 20% les plus riches ont connu, elles, une réduction de 16%. Donc, par ces termes, il montre en fait que déjà ces recommandations n'ont pas été vraiment appliquées sur les 10 années, les 10 dernières années, et que les enjeux restent les mêmes. Et puis, il met au centre de son rapport vraiment le rôle du territoire, ce qu'il n'avait pas fait dans son précédent rapport, et ce pour trois raisons que je trouve assez intéressantes aussi par rapport au contexte actuel en Belgique. D'abord, c'est que pour lui, le territoire est au plus proche, enfin, les enjeux de territoire sont au plus proche, amènent à être au plus proche des caractéristiques des individus et donc des situations de vulnérabilité. Et puis, il tire le constat aussi, et il nomme un collègue qui lui a inspiré ce constat, mais je n'ai pas noté son nom, que finalement, les personnes aisées restent aisées où qu'elles vivent. Et donc, à Bruxelles, on pourrait par exemple prendre l'exemple que des personnes aisées, qu'elles vivent à Molenbeek ou qu'elles vivent à Woluwe-Saint-Pierre, restent aisées dans tous les cas, mais pas les personnes défavorisées. Donc, il montre que finalement, les personnes défavorisées vont être encore plus défavorisées si elles vivent dans des territoires, des territoires où il y a davantage d'inégalités, mais qu'au contraire, des personnes défavorisées vont être plus avantagées, entre guillemets, de vivre dans des territoires où le niveau socio-économique est globalement plus élevé. Et donc pour lui, ça indique en fait que la région dans laquelle on vit importe plus pour les personnes défavorisées que pour les personnes favorisées. Et que ça dit quelque chose finalement des opportunités qu'offre le lieu de vie pour répondre aux situations de vulnérabilité. Et enfin, la troisième raison pour laquelle il met le territoire au centre de son rapport, je regarde l'heure, mais je ne vois plus l'heure. C'est que le lieu de vie est un lieu d'action, que donc les villes sont aussi des lieux d'action très puissants. Et donc il montre notamment que en Angleterre, si de manière générale donc il y a ces politiques régressives, ces mesures régressives, il montre qu'il y a aussi des villes qui vont à contre-courant de ces mesures régressives, et des villes où finalement ils appellent ça apparemment les Marmot City, il y a des villes qui ont quand même des mesures ou des mécanismes d'action qui leur permettent de compenser ce que des mesures plus universelles ne permettent plus d'offrir. Et alors, il parle très brièvement d'un dernier rapport qu'il a réalisé pour la Commission of the Pan American Health Organization, donc cette fois-ci pour l'ensemble des pays des États-Unis, d'Amérique du Nord et du Sud, je pense, où là, il tire le constat différent par rapport à son rapport britannique, qu'il y a tellement là-bas de différences majeures en termes d'organisation des services de santé, d'organisation du système de soins, que dans ce rapport-là, il a été plus intéressant ou plus important de mettre le focus sur le système de santé. Et aussi, il parle beaucoup des droits humains comme mécanisme d'action là-bas, qui fait défaut et qui est peut-être plus prioritaire. Alors pour lui, sa conclusion, c'est que ces idées, elles sont en train de prendre, qu'on a maintenant une meilleure compréhension des dynamiques d'inégalité, qu'on a davantage d'engagement en faveur de la justice sociale et de la santé. Voilà.
Alors ensuite, on arrive dans les chapitres du livre qui sont un peu plus liés à des services de PMI en France. J'ai tenté une espèce de comparatif, mais il y a certainement plein d'erreurs, donc peut-être que dans la discussion, vous aurez envie de corriger. Donc ça vient pas du livre, je précise. Euh, donc en haut, vous avez en France, en tout cas, les dispositifs qui sont présentés dans le livre, hein. C'est pas exhaustif, c'est juste après pour s'y retrouver. Et donc, dans la PMI, on va retrouver un dispositif de visite à domicile qui s'appelle les VAD, qu'ils appellent les VAD, un dispositif d'entretien prénatal précoce qu'ils appellent les EPP, et des réunions de concertation pluridisciplinaires, les RCP. Ensuite, on va aussi parler des bilans de santé en école maternelle, les BSM, BSEM, et puis de plusieurs dispositifs d'éducation à la vie sexuelle et affective. Donc, on a les centres de planification d'éducation familiale, les EVARS, espaces de vie affective, relationnelle et sexuelle, et puis les CEGID, les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic. Alors moi, en Belgique, tel que je connais de manière très succincte les dispositifs existants, on peut comparer la PMI au programme Naître et Grandir de l'ONE, qui propose aussi des consultations, d'ailleurs, jusque plus loin dans les âges, tant prénatal que la petite enfance. Je ne sais pas s'il y a un dispositif de visite à domicile et je ne sais pas si on peut parler d'un dispositif similaire aux réunions de concertation pluridisciplinaire. Par contre, la PSE, donc la promotion de la santé à l'école, organise aussi des bilans de santé en école maternelle. Et puis, pour tout ce qui est vie affective et sexuelle, on peut nommer les centres de planning familial, les centres de référence en termes de dépistage et puis toutes les dynamiques d'EVRAS, on appelle ça. Voilà. Alors, je vais accélérer, je vois que le temps avance. Donc, on a un chapitre qui parle justement de ces VAD, donc de ces visites à domicile, qui sont réalisées principalement par des puéricultrices pour soutenir la construction du lien entre un nouveau-né et ses parents, et plus largement soutenir les parents dans la vie quotidienne. Alors, ce que le chapitre amène d'intéressant, je trouvais à partager ici, il amène plein d'autres choses, c'est que les VAD impliquent des compétences spécialisées qui permettent d'aller vers des bébés à risque et de repérer donc des situations de vulnérabilité. Mais ces compétences spécialisées sont fondamentales à partir du moment où on demande à des professionnels d'entrer au domicile des familles. Et donc, il développe beaucoup tout toute cette pratique en fait de visite à domicile qui est très spécifique, il remet vraiment au cœur des VAD la spécialisation des compétences nécessaires à pouvoir entrer au domicile bah, sans, sans heurter, sans juger, etc. Et donc leur conclusion, que c'est vraiment une pratique qui est singulière et inestimable en termes d'universalisme proportionné et de lutte contre les inégalités, mais qui est, en France en tout cas, en perte de reconnaissance et extrêmement sous-estimée par rapport à ses compétences. Et puis le chapitre suivant poursuit un peu ce développement-là, mais en y incluant l'entretien prénatal précoce et les RCT, comme on va le voir après. Donc l'entretien prénatal précoce, il est réalisé par un médecin ou une sage-femme qui est formée et qui inscrit sa pratique dans une approche globale de la grossesse sur des dimensions tant médicales, sociales et psychologiques et qui est systématiquement proposée. Donc il y a ce caractère universel de l'entretien prénatal précoce. Et en fait, cet entretien prénatal précoce et la VAD, donc les visites à domicile, sont des illustrations de ce qu'ils appellent la clinique PMI. Euh, Mais paradoxalement, en tout cas pour la VAD, c'est une approche qui est très difficile à penser dans les situations complexes. Donc, comme j'expliquais juste avant, tant la VAD a cette intention et vraiment cette qualité de pouvoir identifier, repérer des situations à risque pour les bébés et la relation parent-enfant, mais elle est aussi très difficile à penser dans des situations complexes de vulnérabilité. Parce que pour les professionnels, en fait, c'est très difficilement supportable. Ils connaissent un risque d'épuisement important, ce qui génère aussi beaucoup d'impuissance et d'insécurité. Le chapitre continue en réfléchissant à qu'est-ce qui peut aider en fait à cette pratique de la VAD en situation complexe. Bah, d'abord, c'est parler en équipe, qui est le premier soutien. Mais ça met les équipes en difficulté. Il y a un gros risque de discontinuité professionnelle
c'est-à-dire pour les parents, les jeunes, les enfants, les bébés. Euh, et ils mettent en évidence le fait qu'il y a un lien entre la discontinuité professionnelle et des troubles de développement des enfants. Donc, ça les a amenés à réfléchir à comment travailler en réseau, parce que ça aide. Ça aide, mais il faut se doter d'une éthique commune, d'outils diagnostiques partagés, d'un cadre de dialogue, et ça, c'est pas facile. Et donc, ça les a amenés à tester un nouveau dispositif, la RCP, qui offrirait des perspectives intéressantes. Et la RCP, ce sont des réunions de concertation pluridisciplinaires qui consistent à rassembler et à construire, à partir d'une situation complexe, le réseau de soins qui va être personnalisé pour la femme. Alors, j'ai remis en dessous les principes que j'ai identifiés quand ils expliquent un peu comment ça fonctionne. Mais donc, tout professionnel ou acteur d'un parcours de suivi de grossesse peut demander l'organisation d'une RCP. Ça veut dire que ce travail en réseau en fait est proposé à la femme enceinte ou au couple. Donc, il y a cette logique évidemment de consentement. Et le choix des participants qui vont faire partie de la réunion de concertation pluridisciplinaire va tenir compte des professionnels qui sont déjà autour ou qui accompagnent déjà la patiente. Euh, donc il y a ce cadre éthique, évidemment, le respect du code de déontologie, la confidentialité. Alors il y a une méthodologie très clairement définie et il y a cette égalité professionnelle. Et là, je fais une petite parenthèse parce que dans le chapitre sur la VAD, donc sur les visites à domicile, ils expliquaient aussi que dans les réunions de concertation entre professionnels, finalement, c'est la puéricultrice qui va à domicile qu'on a tendance à écouter le moins, alors que c'est elle qui est au plus proche en fait de l'environnement de vie du bébé. Mais on va davantage écouter les médecins qui ont vu le bébé 30 minutes pendant la consultation que les puéricultrices qui ont construit une relation de confiance avec les parents qui leur permettent d'avoir des visites à domicile régulières. Voilà, je ferme la parenthèse. Mais donc là, il y a cette idée d'égalité professionnelle. Euh, voilà, qu'est-ce que je vais dire? Et donc ces échanges dans la RCP, ces échanges aboutissent à des orientations ou à des propositions pour élaborer de manière partagée un parcours global de soins. Mais ça ne découle pas sur une décision. Euh, voilà. Alors, ils en concluent que les situations de grande vulnérabilité imposent un cadre de travail qui prend soin des professionnels. Donc ici, ils explorent le travail en réseau comme une de ces conditions d'un cadre de travail qui prend soin des professionnels. Et aussi que la vulnérabilité médico-psychosociale, elle impose finalement de renouveler nos modes d'analyse et d'intervention. Il faut que j'accélère un petit peu. On a ensuite un chapitre un peu plus en lien avec l'épidémiologie à partir des bilans de santé euh, en école maternelle. Concrètement, elle observe, sur les chiffres permettent d'observer que l'application du bilan de santé varie énormément selon les départements. Et donc finalement, on ne peut pas parler d'une mission universelle. Et elle met en évidence aussi que le gradient social pour les anomalies de santé vont être particulièrement marqués pour des thématiques enfin, pour des aspects comme le surpoids, les caries et des développements psychomoteurs. Et donc là, on voit déjà l'action du gradient social, on voit déjà que les inégalités sont déjà très marquées dès 4 ans. Et elle montre aussi que donc à la suite du bilan, il y a ce que les Français, apparemment, si j'ai bien compris, appellent l'orientation, c'est-à-dire qu'on va orienter l'enfant et les parents vers un ou plusieurs professionnels selon les problématiques observées. Et en fait, plus d'un enfant sur deux va être orienté quand il présente un facteur social de fragilité. Donc les bilans, elle en conclut que c'est une chance pour le recueil d'informations épidémiologiques, que les inégalités sont déjà très marquées, mais que la réalisation du bilan n'est pas universelle et faiblement proportionnée. Euh, voilà. Alors on continue sur ces aspects de bilan, où ici, dans cette étude, je ne l'ai pas noté, mais je pense qu'ici, ils ont utilisé une autre étude longitudinale en plus des données issues du bilan. Et donc, ils constatent encore une fois qu'il y a une forte hétérogénéité des pratiques de bilan sur le territoire, tant par rapport à son organisation, est-ce que c'est à l'école, hors de l'école, avec ou sans la présence des parents, est-ce que c'est réalisé par des puéricultrices ou des médecins, etc.
Ah non, pardon, l'étude longitudinale était pour le précédent chapitre. Et donc ici, elle vient témoigner c'est une puéricultrice qui a écrit le chapitre, elle vient témoigner d'une démarche de réflexion autour de la création d'un protocole de coopération médecin-puéricultrice pour la mise en œuvre des bilans. L'objectif, c'est de faciliter la réalisation du bilan par la puéricultrice pour permettre de mettre ces bilans en place sur des territoires qui sont plutôt impactés par la désertification médicale. Et l'autre objectif, c'est de mieux structurer justement les bilans et de mieux uniformiser les pratiques d'un département à l'autre. Voilà. Et donc, elle développe le contenu de ce protocole dans ce chapitre. Ensuite, on passe sur ces aspects plutôt de centre de santé sexuelle et d'éducation à la vie affective et sexuelle. Euh, alors, leur constat, c'est qu'il y a un fort éclatement des compétences en lien avec la santé sexuelle, affective et reproductive, et ils se questionnent sur comment mettre en cohérence et répondre mieux, pour mieux répondre aux besoins des publics et des jeunes. Et donc, pour reprendre les trois dispositifs dont ils parlent dans le chapitre, en fait, on voit qu'il y en a un, les CPEF qui sont plutôt organisés par les départements, et je pense que c'est en lien avec tout ce qui est protection maternelle et infantile, et les deux autres qui sont plutôt des dispositifs nationaux. Et ce qu'ils critiquent, ou en tout cas ce qu'ils observent, c'est que la collaboration et la cohérence de ces trois dispositifs est peu euh, euh, effective. Voilà, j'arrive à la conclusion de l'une des autrices. C'est que finalement, l'universalisme proportionné est bien une façon de penser la prévention qui ne stigmatise pas la personne, qui ne la réduit pas à ses besoins, ne l'identifie pas à ses déficiences, et que l'objectif est donc de cheminer à faire avec une famille, à ne pas la considérer comme étant a priori vulnérable, mais de s'ajuster par rapport à ses difficultés et ses ressources. Et pour les auteurs, c'est vraiment une façon collective de lutter contre les inégalités sociales pour une société qui va plutôt favoriser les opportunités et cibler les conditions qui vulnérabilisent. Voilà, la conclusion, en fait, elle est surtout orientée sur la synthèse de toutes les contributions des chapitres. Et finalement, elle détaille peu la réponse à la question en titre de l'ouvrage, mais on peut nous-mêmes la faire. Et du coup, je me suis permise, au cas où voilà, les débats ont du mal à prendre, à proposer deux questions qui émergent de ma lecture, qui seraient l'universalisme proportionné comme prisme d'analyse des interventions et des politiques de santé. Finalement, qu'est-ce qu'on peut en penser? Et l'autre, je savais qu'il y avait tant des Français que des Belges qui s'étaient inscrits. Donc, voilà, peu importe où on se situe, finalement, comment est-ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui l'engagement politique et sociétal envers la lutte contre les inégalités sociales, et ce, dès la vie intra-utérine.